Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, ne le pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui en pleine semaine des championnats du monde pour vous parler justement de ces mondiaux. Le contre-la-montre a déjà eu lieu samedi, dimanche, lundi, jusqu'à mardi évidemment pour les épreuves de élite à junior. Et on va avoir vendredi, samedi et dimanche les courses en ligne pour les juniors, les espoirs et les élites avec, en point d'orgue, dimanche, la course en ligne élite homme pour savoir qui succédera à Julien Alaphilippe. Peut-être Alaphilippe lui-même, mais il y a beaucoup de monde au départ pour prétendre à la victoire. Et on évoquera tout ça, on regardera bien en détail qui peut prétendre à la victoire, comment la course pourrait se dérouler. On va revenir également un petit peu sur les contre-la-montre qui ont eu lieu. Et pour parler de tout ça, j'accueille avec grand plaisir trois de nos spécialistes du groupe Eto. Pour commencer, Alex. Salut Alex. Salut. On est aussi avec Johan. Salut Johan. Salut Mathieu, salut Alex. Et on est également avec Théo pour compléter l'équipe. Salut Théo. Et salut à tous, exactement, pour compléter l'équipe. Je complète au pied levé. Et bien voilà, à présent, vous savez tout, le programme, les consultants. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. Alors pour commencer, avant d'évoquer la course en ligne, on va revenir sur ce qui s'est déjà passé, messieurs, à savoir les contre-la-montre, notamment le contre-la-montre homme qui a eu lieu dimanche dernier avec Filippo Ganna qui s'est succédé à lui-même, qui a remporté le titre en contre-la-montre, le titre mondial pour la deuxième fois consécutive. Il devance justement deux Belges qui étaient presque à domicile, quand on voit la ferveur qu'il y avait autour d'eux, à savoir Wout van Aert et Remco Evenepoel. Wout van Aert qui était quand même à 6 secondes seulement de Filippo Ganna. Alors tout simplement, Filippo Ganna, sa victoire, comment elle s'explique? Est-ce que c'était le parcours parfait pour l'Italien, ce contre-la-montre qui était quasiment tout plat? On peut déjà avoir clairement un parcours tout plat pour Ganna avec son gabarit. C'est beaucoup plus facile pour lui d'aller battre des coureurs comme Wout van Aert ou Remco Evenepoel, sont capables de passer les bosses et d'être efficaces sur des chronos vallonnés. Donc lui, c'est toujours un avantage. Je pense qu'il y a aussi le fait que, contrairement aux autres, lui, il était 100% focalisé sur le contre-la-montre. Et lui, il a pu aller dans une préparation complète sur ça. Donc forcément, c'est toujours les petits détails qui font que tu vas pouvoir aller gratter 3, 4, 5, 6 secondes qui vont manquer à un Wout van Aert dans l'exercice. Comme Wout van Aert, il court un peu partout à gauche, à droite, à vouloir tout faire, forcément, c'est pas la configuration idéale pour pouvoir gagner. Alex, la victoire de Filippo Ganna, elle a été, est-ce qu'elle t'a étonné ou alors c'était finalement assez logique? Non, je pense que Filippo Ganna était largement attendu sur un parcours tout plat qui lui convenait parfaitement. Pour moi, il n'y avait pas énormément de concurrents. Il y avait peut-être Stefan Küng qu'on attendait sur un parcours qui lui était favorable, mais qui semblait un peu en deçà sur le papier. Des Van Aert, des Evenepoel, on les attendait parce qu'ils étaient à domicile, mais on ne les attendait pas forcément à battre Ganna, et que Van Aert ait déjà fini à 6 secondes, c'est limite un exploit en soi. Donc pour moi, il n'y avait pas grand-chose de surprenant dans ce résultat. Je pense que Filippo Ganna était le grand favori et il a assumé. Il a remporté ce titre de champion du monde du contre-la-montre sans aucun souci. Théo, de ton côté, qu'est-ce que tu as pensé de ce contre-la-montre avec un écart quand même assez serré entre Filippo Ganna et Wout van Aert au final? Ouais, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit précédemment, dans le sens où on est obligé d'être d'accord pour dire que le parcours convient mieux à Ganna qu'à Van Aert et Evenepoel. Après, c'est un parcours des championnats du monde. Il y en a quelques fois qui sont vallonnés, mais moi personnellement, je les préfère vraiment parce que ça récompense vraiment le meilleur rouleur tout court. Donc je trouve que c'est un parcours qui me paraissait plutôt logique, surtout en Belgique. Enfin, c'est pas non plus réputé pour ses montagnes, pour ses côtes oui, mais ses montagnes non. Donc le parcours, moi, ça m'a pas particulièrement choqué, pas choqué, mais ça m'a pas. Je trouve ça qu'il n'était pas parfait. Il était un parcours pour rouleur. Ganna est le meilleur rouleur, il a gagné. Moi, c'est pas une grande surprise. Grosse performance de Van Aert et de Evenepoel aussi quand même que moi j'attendais pas troisième. Voilà. Evenepoel, Johan, Alex, c'est une surprise de le voir à ce niveau ou finalement avec tout ce qu'on connaît de lui, il
il est à sa place véritablement? Evenepoel, c'est un peu compliqué parce on connaît pas énormément, comment dire, il a pas énormément de références cette saison sur un contre-la-montre, surtout un contre-la-montre aussi long. Mais au final, il était bien dans les favoris, mais je le voyais pas sur le podium. De là à le voir sur le podium, je savais qu'il allait faire au moins un top 10 pour un top 5. Sur le podium, ça me semblait pas évident, notamment parce qu'il y avait des Stefan Kung, des Kasper Asgreen ou des Tadej Pogacar d'ailleurs. Mais effectivement, sa performance est surprenante dans le fait qu'il arrive à accrocher un podium. Bon, faut pas oublier qu'après, derrière, il fait le podium 2 secondes devant Kasper Asgreen, donc c'est à relativiser. Mais c'est pas vraiment une performance que j'attendais de lui. Je l'attendais pas à un niveau aussi haut, aussi rapidement. Par rapport aux écarts, j'avais parlé un petit peu avec Geoffrey qui a pas pu être avec nous pour ce podcast, qui me disait notamment qu'il était un peu surpris finalement que l'écart entre Filippo Ganna et Wout van Aert soit aussi faible, 6 secondes. Vous, cet écart de 6 secondes seulement, on pourrait dire, ça vous étonne aussi? Après, Wout van Aert, il a aussi quelques énormes chronos qu'il a déjà fait. Il y a typiquement le dernier chrono du Tour, où il fait un numéro assez incroyable. Donc, c'est surprenant qu'il puisse venir concurrencer Ganna en direct sur un parcours pareil, mais c'est pas non plus. C'est pas comme si on pensait incapable de faire les choses pareilles, je trouve. Théo? Oui, je suis plutôt d'accord. En fait, ce qui est surprenant avec Van Aert, c'est toujours la même chose, c'est qu'il est capable d'être vraiment parmi les meilleurs partout, en fait. C'est tout, c'est ça qui est surprenant, c'est que il fait partie des meilleurs sprinters, il fait partie des meilleurs punchers, il fait partie des meilleurs fly-ut et il fait partie des meilleurs rouleurs. Et du coup, c'est en fait, dans l'absolu, qu'il fasse partie des meilleurs rouleurs, c'est pas une surprise, mais voilà, il est toujours constant, bon, dans la deuxième place, hein, évidemment, mais il est toujours constant tout le temps, quoi. C'est ce qui est hallucinant avec lui. C'est vrai que les deuxièmes places, il les collectionne, hein. Il a fait deuxième des Jeux Olympiques. Ouais, en fait, c'est lui le petit-fils de Poulidor. Hein. Ils ont échangé à la naissance avec l'autre. Ils ont échangé des rôles avec Mathieu Van Der Poel après. Troisième, deuxième place d'affilée au championnat du monde, non? Oui, puisque l'année dernière, c'était 2 fois deuxième en route, sur la course en ligne et sur le contre-la-montre. Il y avait aussi deuxième place sur les mondiaux de cyclo-cross un petit peu avant. Enfin, donc, sacrée série pour le Belge. Ça peut continuer. Hein. Il y a de belles chances d'en refaire une. Hein. On en reparlera tout à l'heure, mais peut-être un favori pour la deuxième place de la course en ligne dimanche. Pour comparer un peu avec les autres coureurs sur ce contre-la-montre, Filippo Ganna, il y a à peu près 2 semaines, il finissait deuxième du contre-la-montre des championnats d'Europe, juste derrière Stefan Kung à 8 secondes, il me semble. Là, cette fois-ci, alors sur une distance qui est plus longue, hein, c'est quasiment le double, ça passe de 25 à 44. Il met 1 minute 07 à Stefan Kung. C'est une contre-performance de la part du rouleur suisse. Au-delà d'être une contre-performance, c'est un peu une contre-performance, mais je pense surtout qu'il avait sorti une performance hallucinante au moment des championnats d'Europe. Moi, c'est plutôt dans ce sens-là que j'ai envie de le voir. Là, il a un peu contre-performé, ouais, je l'aurais plutôt vu 3 ou 4e. Mais c'est surtout les championnats d'Europe, il a vraiment été monstrueux. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je dirais, ouais, pareil que la contre-performance de Kung, en fait, c'est une contre-performance dans le sens où il n'arrive pas à accrocher le podium plutôt qu'il n'arrive pas à concurrencer Filippo Ganna, parce qu'on sentait vraiment Filippo Ganna au-dessus du lot. Pour moi, Kung, il a déçu parce qu'il a fini 5e au lieu d'avoir fini 2e ou 3e. Et après, un autre coureur qu'on pouvait attendre un petit peu plus haut, c'est notre premier Français, Rémi Cavagna, qui termine 14e à 1 minute 59 de Filippo Ganna et à 1 minute 15 du podium pour avoir un objectif peut-être un peu plus proche de lui, hein, comme vous parliez du podium plutôt que de la victoire pour Stefan Kung. Pour Rémi Cavagna, au final, cette 14e place à presque 2 minutes de Filippo Ganna, c'est décevant ou c'est un résultat assez logique de la part de celui qui est surnommé le TGV de Clermont-Ferrand? C'est décevant. Après, on l'avait pas senti impérial sur les dernières courses non plus. Après, il est un peu moins en dessous de ce qu'il pourrait faire. Clairement, on pouvait attendre un top 10 de sa part, mais c'est pas très grave non plus. De toute façon, le podium était inaccessible. Même le top 5, c'était compliqué. Donc,
sur un parcours en plus qui est vraiment très plat, très rectiligne, je suis pas sûr que ce soit non plus le type de parcours qui avantage le plus. C'est pas très grave, quoi. Après, on verra les années prochaines, on a le temps, quoi. Théo? Ouais, bah, je suis plutôt d'accord. En fait, c'est un peu décevant parce que bah, quand même, il est derrière Jos van Emden, Tadej Pogacar, enfin, c'est des bons rouleurs, mais normalement, je pense qu'il est censé les battre. Mais après, je sais pas, c'est Cavagna, il a toujours tendance à partir trop vite, à s'écrouler un peu en deuxième partie de chrono. Je sais pas, il y a des choses qui font qu'il a du mal quand même à être très performant sur les chronos alors que bah il a la puissance pour mais juste comme si c'était genre juste une machine à watts et qu'il avait du mal après à rester constant dans son effort quoi. C'est comme ça que je le vois. Qu'est-ce qui peut lui manquer, peut-être en quelque sorte, à Rémi Cavagna quand on le voit remporter le contre-la-montre sur le Tour de Romandie, il fait deuxième sur le dernier chrono du Giro, juste derrière Filippo Ganna, et là on le voit assez loin quand même sur ce chrono des mondiaux. Qu'est-ce qui peut lui manquer pour passer peut-être un cap? Après, son cap, il l'a passé en quelque sorte cette année. Maintenant, il gagne des chronos en World Tour, donc après qu'il arrive à concrétiser ça sur le jour des championnats avec un état de forme, c'est à voir. Après, mais même de manière générale, le championnat de France, il s'est souvent raté aussi. Donc tu as un travail aussi de gestion, de préparation, tout ça à gérer. Mais comme il fait des saisons un peu pleines et assez actives un peu tout au long de la saison, c'est aussi compliqué d'arriver en bout de saison avec un gros état de forme, un gros pic de forme pour quelqu'un qui est quand même assez actif dans les pelotons. Ce que vous dites, ça me fait penser un petit peu à une interview qu'il avait donnée où il disait qu'il avait besoin que le contre-la-montre arrive après plusieurs jours de course pour mieux performer. Et ça fait un peu écho à ses deux meilleures performances, hein. La victoire du Tour de Romandie, c'était la dernière étape du Tour de Romandie. La deuxième place au Giro, c'était la dernière étape du Tour d'Italie. Donc peut-être ça aussi qui le favorise par rapport à des contre-la-montre d'un jour sur des grands championnats comme ça. Ouais, faut qu'il demande un changement de programme. Donc tu lui mets course en ligne, relais mixte et chrono en 3 jours. Et puis comme ça, le chrono, il s'intègre très très bien, hein. Ah, ça serait peut-être une solution, en effet. Mais après, oui, comme tu disais, Johan, peut-être il n'y a pas besoin de dramatiser pour Cavagna après la saison qu'il a faite, hein. Oui, c'est pas comme si en France, on avait l'habitude d'aller chercher des médailles sur le chrono non plus. Donc, à part des espèces de miracles à la Jérôme Coppel, c'est déjà qu'on soit présent et qu'on nous cite dans les outsiders, c'est déjà pas mal. Donc, Déjà qu'on ait un Français qui remporte un contre-la-montre en World Tour, c'est Par déjà contre, pas mal. Une étape à la fois, s'il vous plaît. Par contre, on peut quand même citer la 6e place de Juliette Labouche chez les féminines, qui Tout est à très fait. très très solide 6e place, qui est pas loin de Amber Nebon et Lisa Brennauer. Et ça, pour le coup, c'est une perf qui peut se transformer en podium dans quelques années, ça. Surtout qu'elle passe bien les bosses, donc si je lui mets un parcours plus ballonné, ça lui conviendra aussi. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Ouais, Juliette Labousse qui en plus va avoir 23 ans à la fin de l'année, donc ça reste une des toutes jeunes coureuses du peloton. Bon, pour la médaille, il y avait quand même un sacré gap, hein. Une minute entre Van Vleuten 3e et Amber 4e, mais Oui, mais ça va partir à la traite, du coup, tout ça, hein. C'est ça, c'est la plus jeune. En fait, c'est la plus jeune un peu qui fait des coureuses là qui sont au-dessus d'elle. En fait, elles sont toutes bien plus âgées. Je crois qu'il y a que Reusser qui a pas 30 ans, mais elle a 29 ans et sinon les autres c'est des 30. Enfin, la trentaine est déjà passée depuis quelques temps. Bon, Donc il y en a une qui est passée à la quarantaine, hein, même. oui, voilà. Et en plus, évidemment. Mais voilà, c'est pour dire que clairement, genre c'est une grosse performance et ça peut présager des choses de plus en plus belles pour son avenir. Et d'ailleurs, Marlène Reusser, elle a eu 30 ans le jour du contre-la-montre, lundi. Donc elle n'est pas passée loin d'un titre mondial pour son anniversaire. D'ailleurs, c'est quand même assez serré, hein, entre Marlène Reusser et Hélène Van Dijk qui a remporté ce contre-la-montre chez les dames. Bah, ça a dû bien la dégoûter, Reusser, quand même, que Van Dijk, tout d'un coup, elle ressort genre peut-être le plus beau chrono de sa carrière, pile le jour où, où elle pouvait accéder au titre. Et sur un parcours qui permettait justement d'être plus à l'aise que Van Vleuten, c'est encore très plat, très clean, très en puissance, quoi. Parce qu'elle va pas forcément avoir beaucoup d'occasions comme ça tant que Van Vleuten va être dans le peloton. Surtout qu'après, il y a peut-être Digert qui va revenir et qui risque d'écraser tout le monde. Et donc, voilà, quoi. C'est-à-dire que Hélène Van Dijk, tu l'attendais plus forcément peut-être à ce niveau-là? Bah, sur le podium, oui, mais pas pour sortir un chrono comme ça, parce que même dans l'ensemble de sa carrière, elle n'a pas dû en sortir souvent
les chronos de ce gabarit, quoi. Elle l'a fait au bon moment, on peut dire, pour prendre sa revanche des championnats d'Europe où les positions étaient inverses. Russer devant Van Dijk. Donc Hélène Van Dijk qui avait déjà été titrée sur le contre-la-montre en 2013. Donc deuxième fois pour elle qu'elle est sacrée championne du monde du contre-la-montre. À présent, on va passer à ce qui approche, ce qui arrive avec les courses en ligne, vendredi, samedi et dimanche. Déjà, on va regarder le parcours, messieurs, un parcours sauf pour les courses juniors les courses juniors qui resteront sur le circuit de Louvain. Sinon, le parcours de cette course en ligne part d'Anvers avec d'abord un petit tour dans le circuit de Louvain avec, j'ai compté quand même, 29 virages à environ 14 km. C'est pas rien, ça tournicote pas mal. Puis ensuite, aller chercher le circuit flandrien avec notamment le Smeisberg, la Moschkestraat et la Bekkestraat des monts pavés qui sont notamment au programme de la flèche Brabançonne et qu'on a retrouvé sur quelques courses récemment. Et après, ça se finira sur à nouveau le circuit de Louvain. Bon, pour la course en ligne, chez des hommes, on pourra y revenir après, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais voilà pour les différentes parties de ce parcours. À quoi ça vous fait penser comme type de course dans l'ensemble, ce parcours? J'en ai pas la moindre idée. En vrai, c'est tout simplement parce que c'est un parcours qu'on a, je pense notamment à la course en lignum, qu'on a jamais vraiment vu. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est peut-être la flèche Brabançonne, mais la flèche Brabançonne, c'est 190 bornes, là on en aura 267. Liège-Bastogne-Liège, c'est pas du tout le même profil. Là, c'est des efforts beaucoup plus courts, dans des enchaînements de côtes assez rapides. On n'a pas énormément de secteurs pavés, pas énormément de temps pour reprendre ses esprits, pour respirer un coup. Donc, c'est un profil assez unique, en quelque sorte, qui peut se rapprocher soit la flèche Brabançonne, c'est ce qui s'en rapproche le plus selon moi, mais il y a aussi l'Amstel Gold Race qui est un peu plus long. Donc, c'est un effort qu'on ne voit jamais au niveau en dehors des championnats du monde. Et sur un parcours comme ça, c'est très difficile de voir ce que ça va donner. Et d'ailleurs, je suis très pressé de voir ce que ça va donner, parce que ça peut donner un joli bordel. Et d'ailleurs, justement, ce parcours des mondiaux, on avait pu faire une petite reconnaissance l'année dernière. On avait fait un article sur le site du groupe Eto. On vous mettra le lien, bien évidemment. Johan, est-ce que tu as des comparaisons possibles avec ce parcours où c'est compliqué, comme le disait Alex? Oh, bah, ça ressemble à une course belge. Tu sais, quand tu regardes les parcours des courses que les organisateurs ils mettent des plans et que tu vois des flèches dans tous les sens avec le parcours qui se recoupe, qui part d'un côté, de l'autre. À un moment, ça coupe sur un chemin, tu sais pas trop pourquoi. C'est un peu toujours le délire. Je trouve que ça ne ressemble pas tellement tant à des courses connues, un peu World Tour ou plus en dessous, mais plus les courses semi-classiques belges, un peu moins connues ou avec des moins connus, où ça tourne un peu à gauche, à droite, où les pelotons ont du mal à s'organiser, où c'est toujours un peu le bordel, c'est pas si ça va arriver au sprint, ou si c'est un petit groupe à partir, ou comment ça va se passer. Là, c'est une version un peu soft, dans le sens où il n'y a pas trop d'abus de passage un peu trop dégueulasse ou quoi que ce soit, mais c'est un peu ce genre de lire, je trouve. Théo, de ton côté, ce parcours, qu'est-ce qu'il t'inspire? Qu'est-ce qu'on pourrait voir comme situation de course? Bah moi j'ai bien aimé le dernier mot de Alex. Je pense que ça va être un gros bordel et j'espère que ça va être un gros bordel. Vraiment, genre que ça va partir dans tous les sens et enfin, c'est tout ce que je demande, hein. C'est vraiment c'est ça que je veux. Il y a des grosses nations, bon, on va en parler après de la Sartis, mais voilà, il y a des grosses nations qui vont peut-être vouloir rouler, d'autres qui vont vouloir partir. Enfin, il y a tellement de trucs potentiels que moi j'ai juste envie de voir. Je t'avoue que ça va être compliqué de prédire à l'avance ce qui va se passer, c'est vraiment très compliqué. Ça s'annonce comme une course assez ouverte dans l'ensemble. Oui, complètement. Bah, ça s'annonce ouvert aussi quand tu regardes les start lists, les sélectionneurs savent pas trop quoi prendre non plus, quoi. T'as des sprinters, t'as des punchers, t'as des flandriens, enfin c'est un peu on prend un peu tout parce qu'on n'est pas trop sûr de ce que ça va donner non plus. C'est pour se garder peut-être un petit peu de différentes cartes sous les mains. Alors, justement, là, quand on avait fait l'article sur la reconnaissance du parcours, j'avais discuté avec Laurent de la communauté du groupe Eto qui était allé voir le parcours, qui m'avait dit notamment pour lui, s'il y a un petit groupe de coureurs qui arrive à partir dans la partie dans le circuit flandrien,
la partie des monts Flandriens avec la Moschkestrat, la Beckestrat, le Smeisberg. Si ça rentre pas avant Louvain, ce groupe-là, il va au bout. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être le cas? Une situation où un groupe partirait assez loin de l'arrivée, à 50, 60 km de l'arrivée. Après, c'est un format de course flandrienne, c'est le scénario classique des courses flandriennes, surtout qu'on sait qu'il y a des coureurs qui vont pas gêner pour essayer de partir dans ce genre de stratégie de course, que ce soit Van Der Poel, que ce soit Evenepoel ou d'autres, ou Asgreen, ou j'en sais rien. Donc, il y a des coureurs qui vont attaquer tôt, il y a des coureurs qui vont essayer de partir plein de balles dans les monts pavés, donc c'est un scénario qui reste très possible. D'autant plus que les coureurs qui vont s'isoler, voilà, c'est pas n'importe qui. Enfin, t'as donné les noms. C'est quand même des rouleurs, enfin des bêtes à rouler. Ils vont pas se laisser reprendre facilement, quoi. C'est vraiment des coureurs qui ont l'habitude d'être en échappée, de bourriner comme il faut et de ne pas se laisser faire. Donc clairement, je pense que si ça sort et qu'ils prennent quelques secondes, c'est comme Laurent l'a dit, ouais, ça peut faire mouche. Ah, je suis d'accord aussi. À mon avis, si tu laisses un groupe partir dans les monts pavés et que tu les reprends pas au pied de la première difficulté à Louvain, c'est fini. Derrière, tu peux jouer pour la énième place parce que tu reviendras jamais devant. Il y a aussi la question de qui va rouler, parce que c'est un championnat du monde et les grosses nations, globalement, chacune des coureurs sont capables de suivre ce genre de coup. Et derrière les autres nations, c'est compliqué pour rouler derrière, quoi. Donc, Et après, justement, ce qui fait que c'est un peu plus compliqué de revenir derrière si ça rentre pas avant le circuit de Louvain, c'est tous ces virages, hein, je l'avais dit, le circuit de Louvain, 14 km environ, une trentaine de virages. Est-ce ouais, qu'il y c'est a un critos, quoi. est-ce est-ce qu'il y a un type de coureur que ça favorise, justement? Tu peux partir dans le cliché de les coureurs de cyclocross, ils sont habitués à avoir des relances, un effort un peu linéaire mais fractionné en même temps, et qui vont bien se débrouiller, qui sont techniques sur le vélo et tout ça, mais c'est toujours un peu cliché, quoi. Je sais pas, par exemple, tu pourrais dire qu'un Matthews qui est très très bon au prologue, qui est un très bon vireur, pourrait tirer parti de ce genre de course, mais c'est plus tellement pas la question de la physiologie du coureur, je pense que la question de réussir à se placer. Là où typiquement tu peux avoir une réflexion là-dessus, c'est qu'un coureur qui sait pas se placer, là, il va se prendre des relances dans tous les sens et ça va le cramer, quelle que soit la configuration de course en fait. Mais C'est vrai que le placement, notamment pour la dernière petite côte dans le circuit de Louvain, la Sint-Antoniusberg, qui est assez étroite, avec en plus une bande pavée au milieu. C'est une route à sens unique, avec juste une voiture qui passe à la fois, qui est en plus à 1 km, 2 km de l'arrivée. voilà, franchement, tu fais passer 5 coureurs en tête, tu mets un coureur qui chute derrière, il bloque le peloton, 5 coureurs qui se barrent, ils font la victoire, tac. Podium, toute la même équipe. Encore mieux qu'un passage à niveau. Mm. Et justement, pour les coureurs qu'on va pouvoir voir se mettre en évidence, Alex, Johan, Théo, je vais vous demander chacun votre favori, puis après vous allez argumenter, on va regarder pourquoi ces coureurs-là, on va les attendre particulièrement. Alex, qui est ton favori pour s'imposer dimanche sur la course en ligne masculine? Alors, si je dis que la course ressemblait énormément à une Flèche Brabanson et une Amstel Gold Race, c'est que c'est pas par hasard. Du coup, mon favori, c'est Thomas Pidcock, qui avait fait deuxième de la Amstel Gold Race et qui avait remporté la Flèche Brabanson. Johan, qui est ton favori, toi? Alors, moi, c'est Joao Almeida. C'est pratique que je puisse pas argumenter tout de suite, comme ça les gens ils vont me prendre pour un. Pour un fou, pour un fou. pour un fou. Non, mais il va falloir que tu argumentes, parce que c'est pas forcément le premier nom qui viendrait, mais après la saison qu'il a faite, pourquoi pas. Théo, de ton côté, est-ce que tu vas nous sortir encore un nom farfelu, toi aussi, ou pas? Alors, il y a eu deux noms exotiques, je pense que je vais rester dans du plus calme. Je vais dire juste Mathieu Van Der Poel, tout simplement. Ah, ouais, quand même, un des grands favoris qu'on annonce, Van Der Poel, Van Aert. Bon, on va quand même commencer par Johan. Joao Almeida, pourquoi est-ce que tu vas nous chercher le Portugais pour aller remporter cette course dimanche? Alors, déjà il est en forme. Il a gagné le Tour du Luxembourg. On l'a vu en forme sur différentes courses. Il a une bonne pointe de vitesse. Il est assez endurant. Il sait se placer. Il sait frotter. Pour le coup, il a une équipe qui va pas trop ergoter au niveau du leadership et où il va être globalement protégé et tout ça. Et surtout, moi, je m'attends à une course où ça va pas être tellement des affrontements de coureurs les uns avec les autres, où tu peux pas dégager un favori parce que ça va se dégager tellement à la pédale ou tout ça, mais c'est plus, à mon avis, un affrontement entre différentes équipes
typiquement l'équipe du Danemark, l'équipe de France, l'équipe de Belgique, qui sont à mon avis les grosses équipes qui vont faire la course. Et au milieu de tout ça, clairement, il y avait des coureurs isolés qui vont être un peu plus oubliés, qu'on va un peu moins regarder, auxquels on va moins faire gaffe. Et du coup, moi, dans le lot, je trouve qu'il y a un coureur qui est en forme et qui, pourquoi pas, surtout sur un format de championnat qui n'est pas un format qui est pas vraiment un format classique. Joao Almeida, c'est pas un grand classique maintenant non plus. Mais souvent, les championnats du monde, ça marche bien pour les coureurs de course par étapes et des trucs comme ça. Donc, moi, c'est un nom que j'ai envie de mettre en tant que favori. Après, c'est pas un choix très irrémédiable. J'ai pas de coureurs pour moi qui se dégagent tant que ça par rapport les uns des autres. Sachant que Joao Almeida, il n'a couru qu'une seule fois en Belgique depuis qu'il est passé pro chez Deceuninck l'an dernier. C'était Liège-Bastogne-Liège cette année, où il a pris la 64e place pour donner un peu un... Ouais, ça c'est de la ref. Hein. Voilà, je l'ai quand même sous les yeux, c'est pas de tête, hein, je vous rassure quand même, je suis pas non plus ma boule à ce point. Mais voilà, c'est quand même surtout un coureur de course par étape. Alex, Théo, est-ce que Joao Almeida, vous pouvez y croire, vous ? Non. Alors, j'ai pas envie d'être aussi rédempteur, enfin, je sais pas comment on dit, être aussi affirmatif que toi, radical, exactement. Je dirais que, en fait, selon la situation de course que tu as énoncée, donc c'est-à-dire les équipes qui vont se jouer un peu entre elles et un coureur qui peut en sortir, ça peut faire partie des coureurs qui sortent son épingle du jeu. Par contre, c'est vraiment pas celui que j'ai envie de le mettre en premier, même parmi ces coureurs-là, en fait. Il peut s'en sortir, mais le problème c'est qu'il a pas, enfin il a pas de référence en fait. C'est compliqué. Genre il va assez vite au sprint. Allez, c'est ce que je peux lui donner qui peut le sortir, mais quand même vu tous les favoris qu'il y a, je pense qu'il y en aura un dans son groupe qui sera aussi, plus rapide Oui, que mais lui. je vais pas dire Mohoric, c'est pas intéressant quoi, par exemple. Hein. Bah Mohoric, ça aurait pu aussi. Ça dépend ce que tu veux faire avec ton prolo en fait. Hein. Oui. Est-ce que tu comptes miser de l'argent sur Almeida? Ah, mais honnêtement, je trouve ça dur de miser de l'argent sur cette course. Hein. Ah mais je suis Parce que complètement là, d'accord. Sur Paris, on ne parie pas sur cette course. là, tu peux parier, je pense, sur un top 5 de telle course, je pense que ça fait, mais pas le vainqueur, c'est. En top 2 de Van Aert, tu peux parier. Juste aussi, j'y pensais, j'ai oublié je vous donne quand même aussi le favori de Geoffrey, qui m'avait dit, lui, Florian Sénéchal de son côté, donc un coureur français quand même. En fait, Geoffrey, c'est le fait vert. Alex, de ton côté, tu nous avais dit Thomas Pidcock, vainqueur de la Flèche Brabançonne, qui se passe du côté de Louvain, justement, du côté d'Overrice. Deuxième de l'Amstel Gold Race. Pour toi, c'est pas par hasard, c'est que tu prends ces références-là? Ouais, c'est ça. Bon, après, Thomas Pidcock, c'est pas vraiment le nom le plus flashy. Bien sûr, il est pas le mieux entouré dans son équipe et il a une équipe qui est passable, on va dire, avec Ethan Hayter, mais c'est à peu près tout. L'équipe britannique, elle fait pas la figure face aux grosses armadas, mais ça va peut-être les avantager parce qu'ils seront pas obligés de rouler. Ils vont peut-être, ils n'auront pas la pression, donc ils vont avoir un peu plus de liberté pour bouger. Elle est pas mal l'équipe quand même. Ouais, tu compares ça à des équipes comme la Belgique, la France, les Pays-Bas, bon, voilà, c'est pas au même niveau, ce sont quand même des outsiders. L'équipe britannique, on a autour de Tom Pidcock, on a Ethan Hayter, Luke Rowe, Jake Stewart, Connor Swift, Ben Swift, voilà pour un petit peu, puis après pour finir, Voilà. Mark Cavendish et Fred Wright. C'est solide, mais ça reste en dessous des gros favoris. Et du coup, un Thomas Pidcock, comme j'avais dit, donc il a remporté la Flèche Brabançonne, il a fini deuxième de l'Amstel. C'est des profils qui sont extrêmement similaires à ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire des enchaînements de monts, des zones où on ne peut pas souffler. Et le parcours lui est extrêmement favorable. Du coup, c'est un coureur qui est très offensif, qui est ex-crossman, comme on l'avait dit. Ça l'avantage énormément. Alors certes, ses références sur plus de 250 km laissent un peu à désirer. Donc sur Liège-Bastogne-Liège, il a fini. Il n'a pas fait Liège-Bastogne-Liège d'ailleurs cette année. C'était le Tour des Flandres. C'était le Tour des Flandres. Qu'il a fait, où il s'était retrouvé assez loin, genre vers la 40e place, il me semble. Après, sur les pavés, il avait fait aussi le 3, où il n'avait pas fait une performance dégueulasse. Mais il a aussi fait Milan-San Remo, et sur Milan-San Remo, il termine dans le bon groupe. Donc ça prouve que sur les longues distances, il peut tenir le choc. Après, est-ce qu'il peut tenir le choc avec un parcours comme ça où on enchaîne les monts? Ça, c'est la grande question, mais puisque je l'ai mis en favori, je pense que oui.
Et je pense que Thomas Pidcock, c'est typiquement le gars qui va attaquer, qui va en mettre de partout et qui va pas avoir peur d'aller jouer contre les grosses armadas, de sortir dans un groupe à 2-3. Et on a vu qu'il avait une bonne pointe de vitesse suffisante pour aller jouer la photo finish à Van Aert. Donc pour moi, c'est un bon candidat au titre de champion du monde cette année. Et Pidcock, justement, on l'avait plus trop vu depuis son titre olympique en VTT. Sur la fin de l'été, il était sur la Vuelta. Tu penses que ça peut l'aider d'avoir fait un premier grand tour avant ce mondial? Oui, bien sûr. Après, toute expérience est bonne à prendre. J'espère juste que ça, justement, le fait d'avoir fait son premier grand tour l'est pas trop fatigué en marge des championnats du monde. Mais vu comme on est sur une structure expérimentée comme Ineos, je pense pas que ça pose problème. Johan, Théo, est-ce que vous pensez que Tom Pidcock, ça peut faire partie de ces coureurs qui vont peut-être tirer les marrons du feu, d'une certaine manière? Moi, j'aurais tendance à penser que oui. Bah, déjà plus qu'Almeida, en fait. En fait, j'imagine les deux dans la même situation. En fait, je vois plus Pidcock le faire qu'Almeida, en fait. C'est juste ça. J'imagine plus le faire. Mais le problème, c'est, comme tu dis, c'est un peu récemment. Il a quand même fait une Vuelta qui était quand même assez transparente. Depuis, il n'a pas recouru. Je ne sais pas trop où il en est. Est-ce que vraiment il a fait de ces championnats du monde un grand objectif? Ça, j'avoue que je ne sais pas. Donc peut-être qu'en fait qu'il est juste pas en forme et qu'on le verra pas. C'est peut-être aussi un truc qu'on peut craindre. Johan? Bah, moi, chez les Anglais, qui me fait, quel je pense plus, moi, c'est Ethan Ether, qui est très en forme, qui s'est montré au niveau d'Alaphilippe, de Wout van Aert, des choses comme ça sur le Tour de Grande-Bretagne, et que moi, je me ferais plus de lui dans la sélection anglaise, de manière plus directe, qui va vite au sprint, qui va être dur à lâcher dans les bosses, qui n'a pas forcément beaucoup de références sur des classiques de 150 bornes, mais c'est un champion du monde, c'est un peu particulier. Donc, mais même de manière générale, c'est pour ça que je trouve que l'équipe anglaise, c'est vraiment une équipe qui a pas mal de cartes différentes qu'elle peut utiliser. Oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Si j'en avais un à sortir de la start list anglaise, ce serait peut-être plus Hater, mais surtout vis-à-vis d'en fait, ses performances récentes où il a été vraiment très 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 impressionnant. Et justement, par rapport à la construction des effectifs avant de finir sur Mathieu Van Der Poel, est-ce que c'est important d'avoir plusieurs leaders, plusieurs cartes à jouer, comme peut l'avoir la Grande-Bretagne avec Hayter et Pidcock? C'est la stratégie Quick Step, ça. On est sur une course flandrienne, il faut que tu aies 5 leaders, et puis celui qui est dans le groupe de devant, il se retrouve à jouer la gagne, et puis les autres derrière, ils font merde, j'ai loupé la bonne. Et ils protègent celui qui est devant. Il faut avoir des mecs qui ont une bonne pointe de vitesse, 3-4 comme ça, et puis qui sont capables de suivre les coups, et puis comme ça, les autres se mettent dans les roues derrière, et puis ils attendent de se faire ramener. Le problème, c'est que si toutes les équipes font ça, ça va être compliqué, mais bon. Faut juste avoir du monde pour rouler au cas où. Et une stratégie aussi qui soit bien définie à l'avance, puisqu'on rappelle, il n'y a pas d'oreillette sur les mondiaux. On va finir ce tour des favoris après Almeida et Pidcock. Théo, toi tu voulais nous parler de Mathieu Van Der Poel, l'un des deux grands favoris que tout le monde annonce avec Wout van Aert. Pourquoi ça serait plutôt le néerlandais pour toi? Parce que déjà, je trouve vraiment, la course lui convient parfaitement. Comme elle convient aussi à Wout van Aert, mais si on reprend en fait les courses qui ressemblent un petit peu comme la Flèche Brabançonne et l'Amstel Gold Race, il y en a un qui a fait le doublé en 2019 et il s'appelle Mathieu Van Der Poel, par exemple. C'est vraiment des types de côtes qui me semblent parfaites pour Van Der Poel, des côtes pas longues du tout, où genre on peut voir sur les Stradés ce qu'il avait mis à Alaphilippe à la fin, enfin juste voilà quoi, genre quand il est en forme sur des côtes comme ça, il développe des watts, personne peut le suivre, genre c'est hallucinant. Donc sincèrement, je pense que voilà, il a toutes les cartes physiques pour gagner. Après, il y a la tactique et il y a l'équipe. L'équipe, elle est quand même plutôt bonne. Et la tactique, ça va être compliqué de pouvoir tout maîtriser. C'est le problème. C'est le placement. Des fois, il redescend un peu, donc il peut perdre, etc. Donc, il n'est pas sûr de gagner à 100%, mais je pense que physiquement, c'est le plus à même de gagner. Par rapport à son mal de dos qu'il avait suite à sa chute sur les Jeux Olympiques, sur la course du VTT, visiblement, il n'y a plus d'inquiétude à avoir à ce niveau-là? J'ai l'impression que ça a l'air d'aller quand on voit quand même ses derniers résultats. La
qu'on s'appelle le Antwerp Port-Epic, où il a vraiment été, il est parti avec, c'était avec qui déjà? C'était avec Taco Van der Horn. Et puis finalement, il a juste, il était parti ensemble et bon, il a roulé, personne n'a pu suivre. Et j'ai beaucoup aimé aussi son final de la Primus Classic, où il a mené quasiment le sprint à la toute fin pour en fait, genre il a fait, je sais pas, 300, en fait un peu un sprint à l'Amstel Gold Race 2019, où il fait un sprint long et personne parvient à le remonter et c'est lui qui gagne le sprint du peloton. Du coup, il finit 8ème. Dans le même temps que Stibar, mais Stibar était parti. Et du coup, ouais, je pense qu'il est quand même en grande forme et que ouais, ça va. Plus de problème au niveau du dos. Alex, Johan, un mot quand même sur Mathieu Van Der Poel. C'est le grand favori peut-être pour vous ou pas? Mais, enfin, même si vous ne l'avez pas évoqué, vous, de votre côté. C'est plus Wout van Aert le grand favori annoncé. Ouais, je suis tenté d'être d'accord aussi. Je pense que Wout van Aert, c'est quand même le grand favori. Pourquoi plus Wout van Aert alors? Et aussi, il faudra que vous m'expliquiez pourquoi vous n'avez pas parlé de Wout van Aert alors. Parce qu'il va faire 2ème, donc on ne peut pas le mettre en favori. C'est vrai. Et Wout van Aert, qu'est-ce qu'il a de plus? Il a déjà une équipe de Belgique qui va être extrêmement forte. Il a de forme, il a un rôle défini dans son équipe quand même en tant que leader. Il est à domicile, il va voir le public, il connaît la région. Là, c'est Master Combo normalement. Donc là, forcément, il est annoncé comme le coureur type pour pouvoir gagner sur la course. S'il arrive au sprint, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir le battre au sprint. Donc, c'est-à-dire qu'il faut le lâcher avant. Mais si tu le lâches, il y aura toute l'équipe de Belgique derrière pour essayer de le ramener. Donc, ça va être compliqué aussi de pouvoir le battre. Bon, c'est-à-dire que la question, c'est plus comment. La question, c'est plus est-ce que Evenepoel va jouer la carte de l'équipe ou est-ce qu'à un moment, il va vouloir jouer sa carte perso C'est aussi une question une des questions que je voulais vous poser, c'est est-ce que l'équipe de Belgique, la stratégie, ça va être tout pour Wout van Aert ou pas? Je trouve que ce serait dommage de mettre tout pour Wout van Aert. Enfin, techniquement, c'est pas une mauvaise stratégie en quelque sorte, mais quand tu as autant de cartes dans une équipe comme ça, je trouve que ce serait dommage de mettre tout dans la besace Wout van Aert, alors que, comme on l'a déjà dit, on peut mettre des gens dans les coups un peu partout. Tu as des Yves Lampaert, des Remco Evenepoel, des Jasper Stuyven, des Tiesj Benoot, des Dylan Teuns. Je trouve que c'est du gâchis de les mettre tous à rouler. Après, on a vu que ça peut, lors des championnats du monde, que si tout le monde roule pour qu'un seul gars y arrive à la fin, ça marche très bien. Hein. Mais sur un parcours comme ça va être plus compliqué de contrôler la course. Je trouve qu'au sein de l'équipe de Belgique, à mon avis, il y aura forcément des plans de secours, on va dire, où il y a une possibilité que Van Aert soit piégé et qu'on doive mettre un gars devant qui ne s'appelle pas Wout van Aert. Après, moi, je trouve que l'équipe de Belgique elle est très forte, mais elle n'est pas gagneur, quoi. Typiquement, il n'y a que 2 personnes que si je suis le sélectionneur belge, je laisse jouer leur carte à l'avant, c'est Stuyven et Evenepoel. Tous les autres, je leur dis de la jouer en douce et d'attendre derrière et de sauter les relais et puis de jouer plutôt la carte Wout van Aert en ramenant le peloton, quoi. C'est pas pour rien que je trouve qu'il y a pas mal de coureurs qui sont là pour rouler aussi, quoi. Typiquement, un Tim Declercq qui va être juste là pour rouler, un Tiesj Benoot, je pense qu'il va être là que pour rouler. Donc, moi, je serais le sélectionneur belge, je serais quand même très autour de Van Aert. Evenepoel, Stuyven, un peu carte libre. Si vous arrivez à vous barrer tout seul, barrez-vous tout seul, mais je prendrais pas trop le risque non plus de faire une course où chacun peut jouer sa carte et se retrouver devant et puis se retrouver avec Kampenaerts qui joue la carte devant et que Mathieu Van Der Poel, c'est un peu compliqué, quoi. Et comment on peut la battre, cette équipe de Belgique? Comment est-ce qu'on peut battre Wout van Aert et son équipe? Après, si l'équipe de Belgique est la seule piégée et que tu roules devant, même si tu as un coureur belge dans les roues, ça dépend qui c'est, hein, tu peux toujours réussir à le battre, même s'il roule pas. Et que tu te retrouves dans un gros groupe qui piège le peloton et que les Belges sont piégés derrière avec leur gros coureur, ils auront perdu. Et après, le collectif, ça suit pas forcément pour revenir sur des gros coureurs, ou en tout cas, ils vont s'épuiser et puis ils vont se reprendre un contre à la fin et puis ils pourront pas aller chercher. Ou Van Aert se retrouvera à devoir aller chercher tout le monde dans les derniers kilomètres et du coup, il n'aura plus le jus pour le sprint. Et après, il y a plein de configurations où il peut se retrouver à perdre. Pour moi, individuellement, c'est pas la meilleure équipe en plus. Enfin, individuellement. Quand tu regardes chacun les individualités une par une, c'est pas la meilleure équipe, hein, la Belgique. Ça serait laquelle pour toi la meilleure équipe? J'aurais tendance à mettre le Danemark devant. Hein. Ils ont tellement de vainqueurs potentiels. Enfin,
quasiment chacun d'entre eux, s'il est dans le coup, il peut gagner en fait. Genre que ce soit Asgren, bon Matt Schmidt peut-être un peu moins, mais Honoré il a une forme de malade. Valgren, bah, il a montré récemment que ça va. Krohn c'est un peu moyen, mais ça va encore. Kort Nielsen, bah voilà, on parle de sa Vuelta, please. Et Mats Pedersen, il a quand même une bonne pointe de vitesse et je pense qu'il prépare pour lui, il prépare plus par Roubaix, mais je pense qu'il est quand même là. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de vainqueurs potentiels de Danemark et c'est pour moi la meilleure start list. Le Danemark, Johan, ça te botte un peu moins peut-être que Théo? Ah non, 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 moi je trouve aussi c'est une équipe qui est super forte. T'as Valgren là qui est en train de ressusciter sur les classiques italiennes, qui est hyper en forme. T'as Kort Nielsen, qui paraît qui est pas un gros classic man, mais qui a fait une Vuelta de fou furieux. T'as Asgreen, il sait faire. Enfin, Pedersen, il sait faire. Eux, je pense que pour le coup, le côté cohésion d'équipe, tout ça, ça sera bien. Enfin, ça marchera bien. C'est pas tellement une équipe qui a des problèmes forcément sur ce genre de sujet. Clairement, eux, ils vont foutre le bordel et ils vont pas gêner, quoi. Alors, on parlait de tactique. Parlons de ce que l'équipe de France va pouvoir mettre en place. On va rappeler qu'on a 9 coureurs. On fait partie des 3 nations à avoir cette chance-là d'avoir 9 coureurs avec l'Italie et la Slovénie. La sélection française faite par Thomas Vauclair, c'est Alaphilippe, Cavagna, Cosnefroy, Desmar, Laporte, Madouas, Russo, Sénéchal et Turgis. Quelle serait la meilleure tactique à adopter pour l'équipe de France selon vous? Euh, C'est le chat dans la roue de Van Aert et tu lui l'as lâché. Voilà. C'est-à-dire un sprint Sénéchal Van Aert, Bah, au moins on sera sur le podium, tu vois. Non, moi je suis un peu d'accord avec l'idée, c'est-à-dire que pour moi, tu as une équipe impointée, c'est l'équipe de Belgique, parce que tu sais qu'elle va toujours soit rouler à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que tu laisses pas partir Evenepoel, tu laisses pas partir Stuyven Van Aert, tu pointes les 3 coureurs, s'il y a un des 3 qui part, tu y vas. Même après, même tu peux essayer de pointer aussi les équipiers, genre Campenart, Lampert, mais pour moi, t'as une équipe à pointer pour essayer qui va gérer la course, qui va se mettre la responsabilité de gérer la course. Et tu restes derrière eux. T'évites de qu'ils partent 3 Danois en même temps. Et s'il y a 3 Danois, tu y vas aussi. Mais plus c'est un côté genre un peu plus passif que au championnat d'Europe. Et tu suis les coups. Tu t'économises un peu plus. Tu détermines les coureurs dans telle zone. Ok, c'est toi qui attaques dans telle zone. S'il y a tel coureur qui va, c'est toi qui va, machin, tout ça. Mais un peu plus passif et plus guetter les opportunités pour moi que péter directement. Théo, qu'est-ce que tu verrais toi comme tactique pour l'équipe de France? Là, c'est marrant, je vois pas du tout la chose de cette façon-là, moi. Genre, je vois bien, bon, Desmar, on va essayer de le faire tenir les roues. Sénéchal et Laporte aussi. Mais par contre, le reste, à part peut-être Cavagna, qui va peut-être rester avec eux, enfin, je pense que le mieux, ça serait vraiment que ce soit eux qui soient les initiateurs des coups. En fait, ça peut, hein, genre un Cosnefroy, je suis désolé, il tient une bonne forme. Genre, il peut faire super mal. À la fille, bon, on en parle, voilà, est-ce qu'on en parle? Turgis, ça dépend de son état de forme. Madoua, ça peut aller. Enfin, moi, je pense que vraiment, ils peuvent dynamiter la course et ils ont les moyens parce que, bah, malgré tout, au sprint, je suis désolé, t'es dans la roue de Van Aert, bah ouais, bah tu vas faire 2 à moins que Desmar soit là, mais bon, même Desmar, vu comment il sprint actuellement, voilà quoi. Donc, non, je pense qu'il faut être acteur. Faut pas justement être aussi passif que vous le dites. Faut être acteur, mais avec certains coureurs, pas avec tous. Genre, Sénéchal et Laporte, moi j'ai envie de les laisser au chaud et que eux suivent voilà, les Van Der Poel et Van Aert s'ils peuvent, quoi. Enfin, plutôt Van Aert, parce que Van Aert va vraiment bouger. Alex, Johan, qu'est-ce que vous pensez de ces stratégies offensives pour le coup qui sont clairement assez à l'opposé de ce que vous privilégieriez? Bah, il n'a pas exactement tort en fait. La meilleure option pour gagner, ce serait d'attaquer avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire quand même un bon effectif pour mettre le bazar, et ensuite d'essayer d'amener Sénéchal dans les meilleures conditions à l'arrivée. Est-ce que ça va se passer comme ça? Pas sûr. Est-ce que la France va attaquer? Certainement, j'en suis même certain. Hein. S'ils n'attaquent pas, ce serait limite un crime pendant ce championnat du monde. Après, est-ce que ça va donner la victoire au bout? Je pense pas. Mais c'est une stratégie qui peut se tenter, hein, absolument. Et qui serait beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus alléchante pour le spectacle. Qu'est-ce que tu préférerais voir, Alex? Ça dépend. En vrai, moi, j'aimerais bien voir que la France mette le bordel en mettant des gens un peu partout dans tous les coups en préservant Sénéchal derrière.
Pour le spectacle, j'aimerais bien voir ça. Après, pour le résultat, ce serait plus une équipe de France un petit peu plus passive avec des Cosnefroy et des Turgis qui marquent les coups à chaque fois. Johan? Comme aussi une course d'endurance, ça dure 250 bornes, il faut garder des forces. Pour moi, tu peux pas te ruiner dans une stratégie offensive sans être trop sûr de où tu vas, quoi. Parce que, imaginons, enfin, typiquement, ce qu'a fait Bardet au championnat d'Europe, t'attaques, il y a personne qui te suit, bah, t'as grillé une cartouche, tu te fais lâcher après. Et pour moi, sur ce genre de profil, il faut vraiment être là au bon moment. Et je trouve que justement, des Alaphilippe, des Cosnefroy ont assez de jump, faut garder capacité pour qu'ils puissent aller suivre les grosses attaques. Typiquement, si ça peut être cool de miser sur un Sénéchal, mais si Sénéchal il se retrouve à 10 bornes de l'arrivée avec Van der Poel qui mène mine, il peut pas suivre. Donc faut aussi pouvoir pointer les capacités qu'on a, quoi. Sénéchal, oui, il peut faire un beau sprint, oui, il peut être costaud dans le final, mais à un moment, si ça embraye à fond, c'est pas sûr qu'il tienne non plus. C'est pour ça que pour moi, il faut quand même être mesuré, essayer de garder pas mal de coureurs, être dans les coups, clairement. Enfin, faut clairement pas être en retard, sinon on est mort. Clairement, des mecs endurants, genre Turgis, faut l'envoyer en avant. Porte aussi pour moi, il faut qu'il l'envoie en avant dans les coups. C'est pas un très bon sprinter en fin de classique. Hein. Si t'as Demar, t'as Sénéchal, ça suffit si tu veux jouer le sprint. Mais pour moi, il faut quand même être un peu mesuré, beaucoup plus mesuré qu'au championnat d'Europe où tu voulais décanter la course pour pouvoir utiliser tes capacités de puncher. Là, on a la capacité d'exister même dans les courses passives. Faut pas trop s'énerver non plus. Il faut quand même garder les forces pour les moments décisifs, quoi. Et au niveau de la hiérarchie des coureurs, parce qu'on a peut-être presque quasiment que des coureurs qui sont en mesure de se retrouver devant dans le final. Moi, je trouve qu'il y a trop de leaders. Enfin, pour moi, il aurait fallu un coéquipier de plus parce que le placement, ça va être important et qu'il aurait fallu un coéquipier de plus pour pouvoir replacer un peu plus souvent. Parce que juste Cavani-Russo, au bout d'un moment, ils vont exploser, quoi. Et si tu te retrouves avec que les mecs qui peuvent jouer leur carte à 80 bornes. On avait vu notamment que Thomas Vauclair disait qu'il avait remplacé presque au dernier moment Olivier Le Gac par Arnaud Démare. Ça aurait été plus intéressant d'avoir Le Gac dans cet objectif-là pour toi? Bah, si tu as Sénéchal pour le sprint, assume d'avoir Sénéchal pour le sprint, à la limite, c'est sûr que Demar, dans un grand jour, il peut aller gagner au sprint, mais sinon, je vois pas trop l'intérêt de Demar si c'est pas sûr si t'as pas bien discuté avec lui de OK, c'est comment t'es entraînement en ce moment, comment tu te sens, machin, parce que après, c'est pas parce que t'as des résultats moyens en course que t'es pas en forme, mais c'est surtout que sur un Demar, c'est pas le meilleur coureur pour se placer non plus, forcément, s'il est pas bien, enfin. Si tu assumes une stratégie, tu as déjà plein de punchers, plein de coureurs qui sont capables d'aller à l'avant. Après, tu fais rouler qui? Est-ce que tu sacrifies un Turgis alors que c'est notre meilleur Flandrien dans l'absolu cette année? Enfin, Théo, sur la hiérarchie des Bleus? Je suis plutôt d'accord. Genre, Le Gac, je pense que j'aurais préféré Le Gac à Demar parce que en fait, il connaît le travail d'équipier. Là où, en fait, Demar, si il arrive à se cantonner, enfin, à jouer un peu ce rôle d'équipier, ça peut être bien, mais il n'est pas là pour ça, donc ça sera probablement pas ça qu'il va faire. Et comme disait Johan, je pense qu'un coéquipier de mieux, ouais, ça aurait été bien. Sinon, pour revenir vite fait à ce que disait Johan précédemment, moi, je trouve que le parcours correspond bien en fait à des offensives. On en a parlé au fait que si tu arrives en tête au moment après le passage flandrien, c'est quand même plutôt bien. Genre, c'est un truc avec tellement de relance, etc. Les pelotons auront plus de mal à rentrer. Et je pense que attaquer de loin est moins punitif que sur le parcours, par exemple, des championnats d'Europe, enfin, sur certains parcours. Là, je pense que ouais, tu as moyen d'attaquer de loin sans que ça soit trop punitif. Et au final, qu'est-ce qu'on peut viser? On peut viser la victoire tout à fait honnêtement avec nos Français? Oui. Oui, la victoire, c'est possible. Hein. C'est pas les favoris numéro 1 à la victoire, mais on a une des meilleures équipes en termes de densité. Donc je pense que oui, on peut être cité parmi les 3-4 favoris. Il faut juste faire la différence entre est-ce qu'on peut gagner et ce qu'on devrait attendre de gagner. On ne devrait pas attendre de remporter les championnats du monde, mais on peut absolument les remporter. Après, quand tu as vu l'effectif qu'on a mis, on peut quand même être ambitieux et se dire qu'on vient pour choper le titre de champion du monde, quoi. On a quand même 2 des meilleurs punchers du monde. On a sur le papier un des meilleurs sprinters du monde. On a Sénéchal, Turgis, c'est des meilleurs Flandriens du monde.
Il faut pas non plus minimiser ça avec l'équipe avec laquelle on arrive. Quand tu vois qu'il y a quelques années au Yorkshire, on avait Alaphilippe et derrière c'était affreux quoi. Là, on se retrouve vraiment avec une équipe qui est super costaud. Je trouve qu'il faut quand même assumer l'équipe qu'on a quoi. C'est comme le championnat d'Europe récemment, bah on a des belles cartes, faut assumer qu'on puisse les jouer aussi. Si vous deviez faire un petit prono sur le meilleur français à l'arrivée et sa place, ça serait quoi, Théo? Pour le plaisir, je vais dire Turgis, avec une 4e place. Au pied du podium. Alex, Sénéchal 8. on recule un petit peu, on change de coureur. Donc Turgis, Sénéchal, Johan, de ton côté. Cosnefroy 2e. D'accord, donc personne pour citer Alaphilippe. Vous le voyez pas la meilleure carte, entre guillemets, peut-être? C'est une des cartes en fait, mais je le vois pas, il n'est pas au-dessus du lot comme il a pu l'être sur les précédents championnats du monde où c'est quand même lui le principal leader. Là voilà, il est une carte parmi d'autres cartes. Et du coup, c'est peut-être aussi une volonté de changement de ne pas le citer. Eh bien, très bien, on suivra ça, on verra si on aura une médaille, pourquoi pas. Le titre, hein, ça serait si c'est Alaphilippe, ça serait le premier Français double champion du monde. Si c'est un autre, ce serait le 10e Français champion du monde de l'histoire. Ça serait pas rien. Mais là en plus ça serait le côté parce qu'on gagne pas beaucoup au championnat du monde. Là en plus c'est une Flandrienne, alors le truc où on gagne jamais normalement. Donc là, si En on plus, gagne, franchement c'est sûr. Avant de finir, on va garder un petit mot quand même pour la course dames qu'on aura samedi. Alors il y a une question qui ressort quand même. Est-ce qu'on aura une victoire néerlandaise ou pas? J'avais posé la question à Geoffrey puisqu'il avait pas pu être, il peut pas être présent avec nous. Il m'avait répondu a priori oui, mais j'aimerais que ce soit Lotte Kopecky. Johan, toi qui suis beaucoup le cyclisme féminin sur le groupe Eto, est-ce que tu vois une victoire néerlandaise quand même aussi? Alors, oui, mais c'est pas. Il y a eu plus effrayant en tant qu'équipe néerlandaise. Il y a Demi Vollering qui est un peu en fin de saison, qui est un peu dans le mal. Van Vos, on l'a vu en défense sur les championnats d'Europe. Van Vleuten, c'est pas le parcours qui correspond le plus non plus. Après, t'as Van Dijk qui est en performe, Chantal Black qui est assez bien, une Cutters qui est assez bien, mais c'est pas, ça n'arrive pas aussi dominante que certaines années ou sur certains types de parcours, donc c'est ouvert quand même et il y a quand même de quoi espérer que quelqu'un d'autre ou une autre équipe puisse, sinon les piéger, au moins arriver à les accrocher pour les battre et pas se faire piéger. Donc, et il y a Anna van der Breggen qui est toujours incertaine d'ailleurs, je sais même pas si elle va participer. Donc c'est ouvert pour toi encore, même si les Néerlandaises sont quand même parmi les grandes favorites bien sûr. C'est ouvert, après ça dépendra typiquement de l'équipe États-Unis, type Allemagne et équipe italienne, si elles arrivent à bien gérer leur course, à bien courir, à bien réussir à faire les choses. Si Japon, par exemple, une Eva Doma est capable d'accrocher Van Vleuten comme sur à travers la Flandre, si elle attaque dans les bosses ou des choses comme ça. Donc après, oui, c'est toujours possible. Après, c'est sûr qu'on part dans l'optique qu'il y a 70% de chances que les Néerlandaises gagnent, quoi. Qui est-ce que tu verrais s'imposer justement? Bah, celle qui est en forme et celle qui va bien et celle qui est vraiment très très forte en ce moment, bah, pour moi, c'est Len Van Dijk, qui va vite au sprint aussi dans l'absolu, hein, qui est capable de faire des très gros sprints. Donc moi je voudrais bien lui faire qu'elle fasse se doubler avec le chrono, ça ne m'étonnerait pas tant que ça. Et du côté des Françaises, il y a quelque chose à espérer en particulier? Ah bah on montrera le maillot à la télé, ça va être bien. Non, ça va être compliqué. Il y a Labous qui apparemment a retrouvé des jambes vu son chrono. De toute façon, on a Evita Music qui est pas mal. Sinon après c'est plus compliqué. En plus je suis pas giga fan de la sélection parce qu'ils ont vraiment pris les vieilles habituées quoi. On a Bianic, on a Roxane Fournier qui sont pas dans des formes extraordinaires et qu'on a pris quand même au lieu d'essayer de tenter des trucs avec je sais pas, comme Verhulst ou Le Net qui ont montré de belles choses récemment, ou même une Mali Grosse-Tête, je sais pas, par exemple, qui était forte sur le Tour des Pays-Bas. Donc je suis pas très fan de la sélection. Je pense que elles vont se contenter de suivre et d'être dans les coups. Et puis si Labous est très en forme, on la verra devant. Sinon, j'ai mal à voir les autres vraiment pouvoir exister devant, quoi. Eh bien, on suivra ça, la course dames qui sera donc samedi et la course élite homme qui sera dimanche pour terminer cette semaine des mondiaux. Eh bien voilà, on arrive avec tout ça à la fin de ce podcast. Alex,
Johan et Théo, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour présenter cette course en ligne. Vos favoris, on va les rappeler. Thomas Pidcock pour Alex, Joao Almeida pour Johan. Je pense que si celle-là, c'est quand même une sacrée cote si elle passe. Et Mathieu Van Der Poel pour Théo. On n'oublie pas bien sûr des coureurs comme Wout van Aert, Remco Evenepoel, Casper Asgreen, ou bien sûr nos Français, Alaphilippe, Cosnefroy, Sénéchal, Turgis. Il y a de quoi faire. Pour le prochain podcast Chasse Patate, on se retrouve la semaine prochaine, à la fois pour débriefer les mondiaux et aussi pour présenter Paris-Roubaix, parce que Paris-Roubaix, ça arrive très bientôt, ça arrive... Oui, on n'y est pas encore, hein. Ça a le temps d'être annulé, on verra. Attends, que ce soit annulé quand même. On va toucher du bois que ça ait bien lieu quand même, ça fait mine de rien 2 ans et demi qu'on n'a pas eu de Paris-Roubaix, ça fait long quand même, mais normalement ça devrait aller. Paris-Roubaix avec aussi justement la première édition femmes qui aura lieu d'ici donc 2 semaines, pas ce week-end là, mais le week-end prochain. Donc en attendant le prochain podcast Chasse Patate, comme je vous l'ai dit la semaine prochaine, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.